bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Vincent Delerme qui, pour fêter ses 20 ans de carrière, a une actualité bien chargée. Entre ses concerts, à guichet fermé à l'Européen, son livre-disque avec 2 albums, Comme une histoire et Sans parole, et son coffret collector. D'ailleurs, tout ça, on va en parler parce que je pense que ça fait partie de ton univers créatif, de vouloir désormais créer plein de choses. Ça m'intéresse beaucoup. Tu dois avoir des anecdotes folles à raconter. Je suis bien sûr, mais j'ai des anecdotes. Est-ce que sont-elles folles ? C'est déjà pas mal. Bon, nous, on va parler d'échecs, mais pas que. On va aussi beaucoup parler d'optimisme, je crois, ensemble cette année. Cette année, mais carrément, c'est une émission qui dure toute l'année dans cet appartement. Va falloir que je change les piles au bout d'un moment. J'ai emporté des rechanges. Remasterisé, excuse-moi, je vais refaire... C'était bien, moi j'aimais bien. Tu dois avoir des anecdotes folles à raconter, mais nous, on va parler d'échecs et puis d'optimisme aussi, ensemble. Et alors aujourd'hui, donc on a réfléchi à plusieurs axes de discussion ensemble. On s'était dit pourquoi pas parler de ton envie aujourd'hui de faire plein de choses, de toucher à tout, toi qui as un esprit ultra artiste et créatif, qui est né en quelque sorte d'un échec, et puis ensuite tu m'as parlé de Johnny Hallyday et je me suis dit oh non, faut qu'on commence par ça, c'est trop cool. Bah ouais, Johnny c'était en fait à chaque fois que il y a pas beaucoup de chanteurs comme ça, mais il y a Vanessa Paradis à ça aussi, c'est-à-dire que c'est des gens quand ils font un nouvel album souvent voilà, dans les équipes cherchent des chansons et tout le monde a envie d'en faire parce que t'as ça aussi avec Françoise Hardy, c'est des gens un peu mythiques, donc et puis même si c'est pas la musique que t'écoutes tout le temps chez toi, bah je sais pas, ça fait un effet quoi, l'idée que ces voix-là chantent tes chansons. Et donc et puis en plus là dans le cas de Johnny, c'était pour moi c'est drôle parce que c'est quand même assez loin évidemment de mon univers, de ma manière de porter la voix, ne serait-ce que ça. C'est vrai, vrai. Et puis après, par contre, je me suis toujours dit que pour chaque chanteur, finalement, potentiellement, quand tu fais des chansons, t'as toujours au moins une chanson à écrire pour quelqu'un. Peut-être pas 12 000, mais la personne t'inspire un truc précis. Okay. Dans le cas de Johnny, je raconte ça parce que ça a un rapport avec l'échec, le semi-échec qui suit. Mm-hmm. C'est que moi, je viens d'un village en Normandie. J'ai grandi dans un village de 3000 habitants et j'avais un de mes amis dont les parents étaient vraiment fan de Johnny, avec le kit quoi, c'est-à-dire tatouage, évidemment des posters, évidemment tous les disques, mais aussi la vie orientée par ça, c'est-à-dire on pose des congés en fonction de la date de tournée de Johnny. La vache. C'est le cas de beaucoup de gens hein, que Johnny avait ce truc-là de faire que voilà, des gens s'alignent sur sa vie, sur les motos qu'il avait, enfin tu vois, ça allait parfois très loin quoi. Ouais, il avait une aura un peu extraordinaire. Ouais, un truc un peu des fois un peu père de substitution, frère de substitution, enfin un truc vraiment très comme comme des gens ont ça avec Mylène Farmer ou avec Indochine, enfin c'est des gens des fois tu sais pas pourquoi et à un moment donné ils s'emparent d'un truc dans la vie des gens très personnel et voilà. Et alors du coup moi ce qui m'avait toujours frappé c'était de me dire c'est drôle quand même parce que Johnny lui sa vie c'est pas ça, donc il sait très bien que il y a des mecs qui vont faire la fermeture d'un bar à Châtellerault et qui vont être là à écouter une chanson de Johnny en étant les derniers dans le bar et tout ça, puis rentrer chez eux, enfin toute cette vie un peu comme ça et en même temps lui c'est pas sa vie, lui il prend des hélicoptères tout ça. Donc la chanson parle de ça. Elle parle du fait que lui, Johnny, et c'est dit dans la chanson, la vie des gens qui m'aimaient n'aura pas été ma vie. Et c'est quand même une idée qui est particulière et que tu sais, là, c'est à toi. C'est courageux même un peu de défendre cette chanson-là, je trouve. Ah oui. Enfin après, toi, t'es spécialiste de l'échec, du coup, ça porte un nom, le syndrome quand tu recherches l'échec. Alors il y a soit l'acte manqué. Non, c'est plutôt un truc genre pas syndrome de Stockholm. Le sabotage. L'auto-sabotage. Non, je croyais que ça portait le nom de quelqu'un ou d'une ville ou un Alors truc. j'ai pas fait master 2, je me suis arrêtée à la licence. Le syndrome de Stockholm, vraiment je te le souhaite pas. C'est tomber amoureux de son bourreau. Ah bon? Alors on va peut-être pas tomber amoureux de son bourreau. Ah oui, alors. Tu sais, la victime qui est retenue 10 ans dans une cave et qui finit par se dire, elle est quand même pas mal ce petit mec. C'est une recherche de l'échec mais différente. En tout cas. Moi, je dirais de l'auto-sabotage. Peut-être. En tout cas, je me disais, et pourtant, enfin, j'allais dire
que j'avais donné ce texte en me disant que ça passerait jamais, mais on l'avait quand même hyper abouti avec un pote à moi qui fait des arrangements. Mais peut-être que c'est une manière aussi de mettre un peu la pression de côté. Moi, je trouve que c'est plus facile de se dire, je vais donner mon max, mais c'est ok. De toute façon, il en a 10 000 et pourquoi pas. Presque, tu rates ta chanson si tu te dis, si c'est pas celle-là, ma carrière est foutue. Enfin, tu vois. Ah bah oui, non, si tu dis vois, ça, c'est si tu trop. dis ça, c'est sûr, mais là, en l'occurrence, je sais même pas par quoi j'étais. Enfin, franchement, je me suis juste dit, c'est ça le truc que ça m'inspire, et je trouve ça fort en fait, d'une certaine manière, parce que finalement, de manière beaucoup plus énorme que chez plein d'autres chanteuses et chanteurs, c'est quand même le truc aussi de base, c'est que quelqu'un écrit une chanson, les gens projettent dedans quelque chose qui va être une déformation par rapport à l'intention de départ, et donc dans ce cas-là, c'était vraiment excessif, mais voilà, donc le texte, je l'aimais bien, mais ça parlait aussi des gens qui prenaient leur voiture, qui arrivaient à 14h à l'ouverture des portes, qui rentraient dans le stade, et qui allaient à la buvette acheter des briquets, des allumettes, enfin, et c'était tout le truc était ces briquets, ces allumettes, moi je ne les ai pas allumés. Voilà. Donc on fait ça. Et petite question, parce que j'ai plein de questions du coup qui me viennent en tête. Comment est-ce qu'on fait pour écrire une chanson pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu essaies de ressentir ce qu'est Johnny en l'écrivant? Est-ce que tu le perçois de l'extérieur? Tu vois ce que je veux dire? Parce que si demain tu écris pour Mylène Farmer, c'est littéralement un personnage à l'opposé de Johnny Hallyday. Comment est-ce que tu fais pour transposer la chose? Ah, je me dis pas qu'elle est à l'opposé de Johnny Hallyday. C'est drôle, Mylène Farmer. Moi, je pensais dans le ton de voix oui, dans c'est vrai. C'est une star absolue comme lui, ça c'est clair. Oui, mais pas que star, c'est aussi une puissance de. Enfin, il y a un truc. Ah ouais. Moi, je pense qu'il y a des chansons de Johnny qui lui iraient. Ah ouais. Ouais. Mais non, mais en tout cas, je me dis pas ça. Je me dis pas c'est le Je suis en train d'entendre la voix de Mylène Farmer en train de dire. Allumer le feu. Tu vois, ça marche très bien. Il y a tout ce côté un peu candélabre chez Mylène Farmer, tous les chandeliers. Mylène, si tu nous écoutes. Non, écoute, t'as plusieurs zones, parce que t'as le moment pur de vraiment de la composition de la chanson, mais après, par exemple, là où il y avait une projection vraiment sur Johnny et sur ce qu'il essayait de mettre en place lui, c'est quand on a bossé la maquette d'arrangement pour faire passer la chanson, parce que effectivement, quand tu fais passer des chansons comme ça aussi, c'est drôle, parce que t'as plein de, tu peux faire passer un truc que t'as enregistré chez toi tout seul sur ta guitare avec un enregistrement pourri, tu peux décider d'aller l'enregistrer bien avec ta guitare dans un studio pour avoir un son un peu clean, tu peux décider que tu mets un arrangement ou pas. Donc un budget. Et figure-toi que sur Johnny, le truc que tout le monde conseillait toujours, c'était que la maquette soit chantée par tel mec qui avait une voix très proche de Johnny pour qu'il puisse se projeter. Parce que effectivement, si moi je l'avais fait avec ma voix, c'est difficile de se projeter pour lui. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça qu'on avait fait. En tout cas, on avait fait l'arrangement de cordes vraiment à la Yvan Cassard, qui est son orchestrateur, le truc vraiment où c'était assez lyrique et tout ça. Et on envoie la chanson, donc vraiment sans y croire plus que ça, mais sauf que moi j'aimais bien cette chanson et je fais très peu d'écrire pour les autres. Je fais pas beaucoup parce qu'on me le demande pas beaucoup. Ok. Pas par snobisme, c'est juste que pendant longtemps, comme je fais des trucs un peu perso, un peu autofiction, avec ma voix qui est particulière et tout, les gens se disent bon lui il a son truc, mais c'est pas un mec qui va écrire pour les autres. Ok. Donc maintenant c'est venu un peu plus. Mais pendant longtemps, c'était très peu. Et ça te plaît, ça? Ou alors, parce que c'est dur aussi, j'imagine, de faire beaucoup pour les autres et de garder de l'énergie pour soi. En fait, c'est comme un truc un peu en plus, quoi, si tu veux. Je sais pas quoi. Ça t'enlève rien à toi de faire des trucs pour les autres. Ça arrive jamais que tu dises c'est dommage, j'avais fait ce bon truc et c'est un truc qui va me manquer à moi. La seule fois que j'ai eu un truc comme ça, c'était un projet pour enfants que j'avais fait où il y avait une chanson dedans et je me dis celle-là c'est une musique que j'aurais pu utiliser pour autre chose, mais sinon non. Et puis tu sais, t'as plein de musiques qui servent jamais aussi, de trucs que t'abandonnes. Alors c'est sympa dès qu'un truc existe. De toute façon c'est génial, quoi. Ouais, t'es content. Gagné, mais là, en l'occurrence, cette chanson, elle a existé d'une manière très étrange après, tu vas voir. C'est que, j'essaye d'être un peu synthétique. Non, c'est hyper intéressant. C'est moi qui pose 10 000 questions. Ok. En fait, j'ai envie de tout comprendre, je comprends. Et alors, du coup, je me souviens, on maquette cette chanson avec Rémi Galichek, un mec avec qui j'ai fait plein d'arrangements pour des chansons à moi, des musiques de films, qui écrit très bien les cordes. Et je me souviens, il était à, comment ça s'appelle, cette ville. On était en banlieue et ça me revient à Ivry-sur-Seine, voilà.
Et je repars de chez lui et je me souviens passer sur un pont en réécoutant ce qu'on vient de faire et tout. Je me dis, là, franchement, c'est vraiment une trop bonne chanson pour Johnny, quoi. Bête de chanson. Ouais, bête de chanson. Et alors là, on envoie la chanson à un gars qui s'appelle Bertrand Lamblot, qui est un gars du métier, qui fait partie des gens qui travaillent autour de Johnny. Il y avait beaucoup de gens, hein. Il y avait quand même tout un... Moi, ça me fait un effet, un double effet qui m'impressionne un peu et puis qui me fait sourire aussi. Parce que moi, j'ai jamais eu de manager. J'ai toujours voulu être tout seul. Enfin, c'est ouf, ça, avec la dimension de ta carrière. Bah, en fait, je me suis toujours dit, c'est quand même ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, c'est quand même tellement un métier dingue et super que toutes les discussions difficiles, il faut les avoir toi-même, quoi. Parce que et puis en plus, tu sais, il y a quand même c'est tes tripes qui parlent. Non, c'est juste, j'aime pas du tout le côté, l'artiste est très sympa, mais son manager est un con, quoi. C'est un peu facile, tu vois. Donc, enfin, tu vois, parce que c'est une tradition qui est très ancrée, quoi, de dire, c'est dommage, lui, il est adorable, mais franchement, il travaille avec des gens qui sont pas cool. C'est toujours, c'est jamais un hasard. Tu choisis les gens avec qui tu bosses, et puis je suis sur une maison de disques aussi, il faut reconnaître, qui est très entourante et qui fait que tu peux, comme c'était mon souhait de pas en avoir, voilà, ils s'occupent de choses pour moi. Enfin, tu vois, voilà. Je suis pas là, c'est vraiment, je suis pas là à organiser genre ma promo, voilà. Mais bon, voilà. Et puis c'est mental aussi, tu vois. J'aime bien aussi même en promo, des fois y aller tout seul, pas avoir toujours des gens de la maison de disques qui sont là tout le temps. J'ai pas besoin T'as pas envie d'être biberonné, quoi. J'ai pas besoin de débriefer beaucoup, par exemple. Enfin, si je suis avec quelqu'un, je le fais avec plaisir, mais j'aime bien passer vite à autre chose, quoi. Tu vois, je sors d'une émission, j'ai pas à cœur de redire à l'infini, ouais, j'ai pas compris, pourquoi elle m'a posé cette question, ouais, tu veux pas l'appeler pour lui demander d'enlever ce passage, tu vois, je fais jamais relire les articles sur toi. Parce qu'au bout d'un moment, tu t'en sors jamais, quoi, si tu veux tout contrôler, bon. La leçon, que des questions de merde. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je préfère garder ça pour moi, tu vois. Oui, je préfère aussi, je me permets, de... Et donc, tu repars d'Ivry. Bon, voilà, je repars d'Ivry. Après, l'étape d'après, c'est que, donc, j'envoie cette chanson et cette personne, Bertrand Lamblot me rappelle en me disant, bon, vachement bien, la chanson, Yvan Cassard a adoré, l'arrangement. Le texte super, l'idée. Après, est-ce que on pourrait changer quand même quelques mots parce qu'il y a des trucs un peu et de fait, tu vois, c'est sûr que c'était particulier. Le texte, le début, c'est le rond-point à Châtellerault, les néons café désert, un aquarium, un mégot, mon visage sur un poster. Wow. Je ne connaîtrai jamais la fermeture à minuit. La vie des gens qui m'aimaient n'aura pas été ma vie. Et je sais que Bertrand, il me dit, il me dit, est-ce que peut-être Châtellerault, c'est un peu, je dis, bah ouais, mais c'est ça le principe de la chanson, quoi. C'est pas la vie dans parisienne et tout ça, là. Il dit, ouais, bah oui, non, mais je sais, je comprends, mais je savais que tu me répondrais ça et tout ça, mais bon, pas facile. Et je comprends, tu vois, c'est pas facile pour Johnny de chanter ce truc-là. C'est même un peu étrange. Donc ça en reste là, quoi, tout simplement. Puis, quelques temps plus tard. Tu veux pas changer quelques paroles pour la voir? Non, lui dis parce quoi? que ça a pas de sens en fait, parce que en plus déjà je vais pas m'amuser à mettre le rond-point des Champs-Élysées, ça marche pas. Et puis sans doute un peu d'orgueil aussi dans ces trucs-là. T'as quand même souvent un truc. Bah ouais, quand tu te dis, c'est comme ça. Surtout que moi je suis pas à l'affût de ça. Je le fais parce qu'on m'a contacté pour écrire une chanson. Et puis si ça se fait, je suis très content. Et si ça se fait pas grave, quoi. Mais ça c'est vrai que c'est une des chances de mon parcours, j'ai eu à faire aucun effort dans ce domaine-là, quoi. J'ai jamais eu, même vis-à-vis de ma maison de disques, j'ai jamais eu des trucs où ils m'ont dit ouais, ce serait bien que tu fasses ça. Enfin, et c'est pas un hasard, c'est que je déteste. On va changer ton prénom, on va mettre Antoine. Ouais. Vous êtes sûr? Je déteste entendre quelqu'un qui fait ces métiers-là et qui dit ouais, j'aurais bien aimé faire un truc un peu plus comme ça, mais mon label à l'époque voulait pas. Ouais. Tu dis ça fait partie du job de choisir des gens. Et c'est ta responsabilité, encore une fois. Même si on t'a empêché de le faire, c'est que t'as fait un mauvais choix à un moment donné. Bah, ça se défend et c'est même respectable parce que moi, on me dit demain, t'écris une chanson pour Rihanna, elle veut changer absolument tous les mots sauf les mots de liaison. Je suis là, mais bien sûr, Madame Rihanna, tu vois. Oui, donc mais c'est toi, parce que t'écris pas des chansons là-dedans. Que tu dis ça. Si c'était Rihanna veut faire ton podcast, mais elle aimerait bien que au lieu que ce soit sur l'échec, ce soit que sur les gros succès, tu dirais non.
Tu vois? Je dirais tellement oui. Ah, tu diras oui. Bon, ok, pardon. J'ai rien dit. Non. À part Rihanna, bien sûr, je serais là, bah, ça peut pas fonctionner, c'est pas grave, j'étais ravie de vous rencontrer. Bah oui. Mais Rihanna, c'était peut-être pas le bon exemple. Rihanna, c'est pas le bon exemple. Bon, bah, en tout cas, voilà. Donc, ça en reste là. Bon, bah, tant pis. Et, quelques temps après, je bouffe avec Alex Bopin. Et, à un moment donné, dans la conversation, une discussion de chanteur, hein, tu sais, ah, tiens, récemment, j'ai fait une chanson pour Johnny, qui a pas été prise. Ah, bah, moi aussi, c'est marrant. Et donc, on se dit, ah, bah, tiens, vas-y, fais écouter ta chanson. On se fait écouter nos chansons. Et il entend donc, cette chanson que j'avais écrite qui s'appelait À l'envers. Et, il me dit, ah, j'adore la musique, tu veux pas me la filer? Je dis, bon, si, de toute façon, la chanson, elle est plantée, ça y est, l'album de Johnny est fait. Ouais. Donc, mon petit Bopin qui repart avec cette mélodie, en plus que j'avais, je pense, sans les paroles, et qui fait une chanson qui est sur l'album d'Alex Bopin qui suit, et qui est une chanson qui s'appelle Tout à ton odeur. Et c'est Alex qui a fait le texte. Ok. Voilà, qui a fait un texte sur cette musique. Et voilà, donc j'étais très content parce que j'adore Alex et tout. Et puis voilà, j'avais fait une autre chanson d'ailleurs, je crois. Puis tu te dis au moins sa vie, quoi. Exactement. Tant mieux. Et d'ailleurs, il avait été très vite à faire le texte. Je me souviens, genre le lendemain, il m'a envoyé le texte. Super. C'est Alex Bopin, il est très, il traîne pas lui. Il a un truc, ouais. Mais ça, j'admire assez ça parce que il se prend pas la tête à l'infini. Il dit tiens, je veux faire un texte et il avance et il a pas froid aux yeux, quoi. Et je dis ça vraiment, c'est positif parce que il fait des choses, quoi. Et voilà. Et là-dessus, genre 1 an ou 2 ans après. Donc tu l'avais oublié. Johnny. Le Johnny, bon, on l'oublie jamais complètement, Johnny, il est toujours dans le paysage. Et coup de fil de Bertrand Lamblot. Ouais, salut Vincent, je sais pas comment ça va, nanana. Alors je t'appelle parce que là il y a Yodelis qui travaille sur un nouvel album de Johnny. Mais ouais, je me rappelle. Et qui va faire toutes les musiques de cet album. Et en fait, on cherche des paroles et puis là il a regardé dans la corbeille ce qu'il y avait, il est tombé sur ton texte, il a adoré et tout. Mais est-ce que ça t'emmerderait de nous donner ce texte, mais qu'on change la musique? Je dis, aucun problème les gars, parce que la musique n'est plus sur le marché. Elle est dans l'album d'Alex Bopin, donc de toute façon vous pouviez pas l'utiliser. Donc non mais le destin, quoi. Donc Yodelis fait une musique sur ce texte auquel aucun mot n'est changé. Ah. Ils l'ont gardé avec tout Châtellerault, la Ford Escort qui est dans le deuxième couplet, qui était un autre truc qui les faisait un peu tiquer à l'époque. Et donc voilà, donc ce qui est joli, c'est qu'à partir d'une chanson en fait ça a fait 2 chansons, une sur un album d'Alex Bopin et une sur un album de Johnny. Et puis ce qui est 2 chanteurs assez éloignés. Ce que je trouve chouette aussi, c'est que t'as un peu lâché prise dessus, t'as pas forcé le destin, et en fait ça t'est revenu mais x2, quoi. Ouais. Après là où on peut pas faire toujours non plus le mec ravi de la crèche pour tout. J'adore cette expression, je la découvre avec toi. Moi je la découvre pas. Mais, je suis content de te faire. Ravi de la crèche. Ravi de la crèche, oui, c'est un peu, oui, bah tu vois. C'est que quand même la chanson de départ, je la trouvais vraiment bien. Ah. Parce que quand tu fais des chansons et quand tu fais tes paroles, tes musiques. Après, c'est là-dessus aussi qu'il faut. C'est un bon sujet pour toi. Ça, c'est à quel moment tu dois écouter aussi les gens autour de toi et lâcher du lest sur des choses et ne pas te t'arc-bouter sur le fait de dire ah non mais moi c'est paroles et musique ensemble et nanana. Donc il y a même des fois où t'es presque pas dépassé par le fait que t'as été trop cool, mais des fois sur le moment tu dis ouais ça va c'est bon, et après coup tu dis ah c'est peut-être quand même un peu dommage, mais bon en l'occurrence là c'est un cas de figure où il y a 0 regret puisque c'était rien ou ce qu'il y a eu, mais c'est sûr que la chanson de départ elle était vraiment gaulée comme un truc pour Johnny, et d'ailleurs je suis sûr que même tu vois Bertrand Lamblot, le mec qui m'avait demandé le texte à la fin, je suis sûr que lui-même il me dirait j'ai réécouté la maquette de départ, on a été con de pas la faire comme ça dès le début parce que ça fonctionnait. Bien sûr. Mais voilà, c'est sûr que de toute façon et ça arrive tout le temps parce que je sais pas comment dire, moi je mets tout le temps des trucs de côté pour d'autres moments aussi. Par exemple, j'attends pas d'avoir un album à faire pour écrire des chansons pour un album ou un spectacle, parce que comme je veux faire des choses qui collent à la vie, il faut pas que je peux pas me dire bah tiens ce que je vais défendre sur un disque c'est tout ce que j'aurais écrit en mars 2023 quoi. Il faut que ce soit des choses qui s'étalent un peu sur une durée. Puis tu te nourris intellectuellement, j'imagine. Elle est en train de faire un petit cauchemar. Ah, ou peut-être elle vomit.
Horrible. Ça fait un bruit, non? Non. Les chats, quand ils vomissent, ça fait un bruit comme ça. T'inquiète pas. Ah, je suis pas inquiet. J'ai pas En fait, je crois qu'elle essaye d'aboyer devant la porte d'entrée, mais comme elle ose pas aboyer parce qu'on est en interview, elle est en mode bo. Tu pensais qu'elle rêvait au début? Quand elle rêve, parfois, elle court, elle fait ses petites papettes comme ça. Chut. Bah alors, ma beauté. Bah alors. C'est engueulé. J'adore. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et j'imagine qu'on doit avoir besoin de se nourrir aussi et renforcer sa créativité en ne cessant d'écrire, même si tu sais que ça ne sortira peut-être jamais ce que tu fais. Mais j'imagine que c'est une sorte de muscle aussi à travailler et qu'on peut pas se dire ok, aujourd'hui je fais un album en un mois et puis après En fait, ça se passe pas complètement dans cet ordre-là. C'est vrai qu'il y a un côté un peu muscle, ou enfin, c'est un peu plus proche d'ailleurs du truc qu'on dit quand tu cours régulièrement, que tu développes de l'endorphine et qui fait que ça te met, t'as envie d'y retourner et compagnie. Parce qu'en fait, moi, ça m'a, en fait, là par exemple, tu vois, je viens de traverser une phase où, comme c'était les 20 ans, qu'il y avait tous les trucs qu'on va faire, tu veux qu'on fasse une pause ou pas? Je crois qu'on va pas longtemps. Ah mais non, t'inquiète, c'est pour toi. Moi, ça me va très bien. Moi, j'adore qu'il y ait des bruits parasites et tout. Mon bébé, vous parlez au chien, pas. Et en fait, Oui, parce que je préfère dire pour les gens. C'est quand même il faut être réglo. Ah oui, c'était bonne ambiance, hein, ce podcast. Et du coup, ouais, en fait, là, je te disais, comme on a fait des trucs pour les 20 ans, sur Instagram, j'ai été chercher plein de trucs. Et depuis, j'ai voulu faire une semaine par album. J'ai fait 7 disques. Ouais. Donc, ça fait plus d'un mois et demi qu'il y a ces trucs-là. Et c'est une forme de créativité quand même, parce qu'à chaque fois, justement, tu te dis, on va pas mettre juste les archives, les clips, les teasers, sans mettre de commentaires. Donc, t'écris un texte qui resitue, qui raconte l'histoire avec les gens avec qui t'as bossé. Et c'est super, parce qu'en fait, toi, de l'intérieur, les disques que t'as fait, tu les vois pas comme des disques, tu les vois comme un moment que t'as passé dans un studio en Suède avec des mecs qui étaient comme ci, que vous bouffiez ça le soir, que tel jour, il y a telle personne qui a raconté cette histoire drôle et bidules. Donc, je te dis ça parce que de mettre ce truc-là en place, ça demande beaucoup de temps, parce que tu dois resizer des trucs, voilà. Et en même temps, c'est pas une création pure. Et donc, je suis depuis un mois et demi, alors que je ne suis pas, que j'ai l'impression tout le temps de générer des choses, je crée pas des trucs vraiment nouveaux. Et j'aime pas, en fait. Et je suis très content, je sais très bien pourquoi je fais le truc, et ça me rend très heureux de ce côté-là, parce que du coup, tu reçois plein de témoignages de gens qui disent ah ouais, c'est marrant parce qu'à cette époque-là de ma vie, c'est drôle, je faisais ce trajet en écoutant votre album, et puis là du coup ça me donne envie de le réentendre. Ou même des fois tu montres une setlist qui était un autre ordre de chansons de ton album. Le jour j'ai eu un message, quelqu'un qui a dit ah c'est fou parce que moi j'avais l'habitude de me dire que quand j'arrivais là sur la route à ce moment-là de l'album, c'est que j'étais en retard, nanana. C'est énorme, et donc si ça avait été un autre ordre, ma vie aurait été différente. Donc tu vois, je te le raconte. Ok, tu vois, la pression, merci. Ça te fait en plus c'est même pas une pression, parce que du coup c'est des trucs du passé, donc du coup c'est juste hyper touchant. Et voilà. Mais c'est sûr que pour ce qui est d'amener un truc nouveau, c'est étrange, parce que voilà, je pourrais a priori sur le papier, même moi je me dis ça me dérange pas de passer une journée à rien faire, à juste marcher, aller nécessaire aussi. Mais en fait, ouais, et ça m'a toujours frappé, parce que mes parents et mon père est écrivain par exemple, et je l'ai toujours vu écrire, quoi. C'est-à-dire même en été, même maintenant qu'il est en été, la semaine qu'on passe ensemble, là, où on est en famille, où il y a mes enfants, pourtant lui ça compte plus que tout, de faire plein d'activités avec mes gars et tout, mais n'empêche qu'il y a toujours au moins 1 heure ou 1h30 où je le vois avec son carnet, mais c'est pas un truc qu'il s'oblige à faire, c'est vraiment en lui, il a besoin. Ouais. Et c'est vrai que, et je pense en plus, plus t'avances dans la vie, plus c'est présent, parce que sans doute aussi il y a un truc de se dire que le temps est un peu plus compté, mais c'est aussi que au bout d'un moment, quand tu fais des chansons par exemple, ça va t'intéresser, parce que je commence à comprendre ton fonctionnement psychologique. Il a levé le doigt, et je pense que c'est important ce qu'il va dire. Non, c'est pas tellement important, mais c'est un truc que tu vas comprendre, et qui fait partie des choses, je vois bien comment tu raisonnes, qui sont, c'est que quand tu fais les chansons, c'est un domaine où, on connaît beaucoup de chansons. C'est-à-dire que tu peux pas dire,
on va te filer un bouquin qui vient de sortir, t'as peu de chance, enfin, de pouvoir te dire que ça fait penser ou que ça ressemble ou même que c'est pompé sur. Il y a pas 400 livres que t'as en tête comme ça, C'est alors que les vrai. chansons, t'en as 4000 et tu t'en rends même pas c'est compte. vrai. Mais on en connaît 12 de Cabrel. À minima, hein, je sais pas. Tu vois, là, je parle plus pour peut-être pour ma On a génération. tous sa bibliothèque. 7 de l'homme pâle. Et en fait, donc, à chaque fois, il y a toujours un mot qui l'emporte, qui est très fort, qui va être Bruxelles, ou qui va être la corrida, ou avec le temps. Mais c'est des mots, c'est fini, quoi. Je veux dire, derrière, tu peux plus faire une chanson avec le mot corrida ou avec le temps. Parce que c'est connoté, ou avec foule, on se dit il y a foule sentimentale ou la foule de Piaf. Et en fait, ça t'en enlève. C'est comme un jeu de société où tu as eu plein de pions ou de cartes au début, et puis en fait ils sont pris au fur et à mesure. Et après, évidemment, il y a tes chansons à toi aussi, parce que t'as tendance souvent à refaire des trucs un peu qui ressemblent un peu trop à un truc que t'as déjà fait. Ce serait mon stress, ça. Et en fait, une pression. Et alors là, par rapport à l'idée de l'échec, il y a un échec qui est régulier, qui est moi, je vis avec quelqu'un depuis longtemps, et finalement, c'est la personne qui va me dire un truc pas hyper agréable à entendre au moment où tu finis une chanson. Enfin, au moment où elle l'entend. C'est-à-dire que c'est vraiment dur pour elle, parce qu'en fait, t'as pas envie d'être cette personne-là, mais si c'est pas elle, c'est personne. Parce que déjà, quand tu vis avec quelqu'un... C'est qu'elle t'aime assez pour aussi... Ouais, et quand tu vis avec quelqu'un depuis longtemps, aussi, tous les gens autour, le cercle autour, se dit, ah bah, si elle lui a pas dit, c'est pas à nous de le dire. Ouais, surtout, c'est vrai. Tu vois, surtout que moi, justement, j'ai elle pas a de un manager. sale rôle, hein. Ouais, elle a un sale rôle, et surtout qu'en plus, et là, c'est là que c'est intéressant, c'est que l'échec violentissime, c'est pas un moment où on va te dire, cette chanson est très mauvaise, qu'est-ce que tu fous? C'est, ouais, elle est bien et tout, mais après, je me dis peut-être que tu t'en as déjà fait une ou deux, un peu, qui ressemblent. Et juste ça, tu vois, dit très doucement, mais en fait, et là, tu viens de faire ta chanson, t'es comme un fou, tu trouves que c'est la plus dingue de tous les temps. Et dans le moment où on te dit ça, ce qui est pire, c'est que t'es complètement d'accord. Que tu t'en rends compte. Tu te dis, ah, fais chier, c'est vrai, quoi. Mais c'est pas mieux. Vaudrait presque mieux se dire, mais en fait, elle dit n'importe quoi, mais non, c'est toujours très juste. Finalement, c'est elle, la manager. Oui, à ce niveau-là, c'est sûr, c'est plus, d'ailleurs, directeur artistique, là, en l'occurrence, le poste qui est une jolie fonction, qui a beaucoup existé, mais qui existe plus du tout. Enfin, ça. J'en connais un. Oui, ça porte le mot DA, mais le vrai, pour moi, de ce que je vois, c'est pas que ça a changé, c'est que de fait, à une époque, les mecs, ils pouvaient vraiment dire, tu vois, un mec comme Le Forestier, il y a 50 ans, il a bossé avec Bedos, qui était un directeur artistique. Non, pas Guy Bedos. Moi, la naïve. J'ai pas dit le prénom parce que j'avais un doute, mais je crois que c'est Jacques Bedos. Ok. Et il lui a faire changer 5 fois, enfin il a genre sur 10 chansons il en prenait aucune, quoi. Ah oui, aujourd'hui tu peux pas faire pouvoir. Ça parce que déjà plein de gens pour le coup les managers, souvent si tu commences à faire ça, tu sais, c'est vraiment la question, c'est le bout de salade dans les dents, quoi. Qui va lui dire? Et parce que le bout de salade c'est hyper vexant, donc du coup t'as ce truc, est-ce que c'est à moi de lui dire? Je lui dis pas. Et évidemment, en plus, tu vois. Chacun se renvoie la patate chaude, quoi. Oui, et donc, qu'est-ce qu'on va te dire quand t'es chanteur? On va dire, ah oui, c'était bien. Peut-être j'aurais mis cette chanson-là qui est en 7 en place numéro 3 et bon, voilà. Après, c'est l'équivalent de ta robe te va très bien, je la porterai pas. Oui, c'est ça. Mais elle te va très bien. Toi, c'est bien. Je vois. Et après, t'as aussi le fait que, les chanteurs, ils écoutent pas beaucoup, hein. Et qu'il y a ce truc, ce que j'appelle le syndrome de la grand-mère. C'est qu'on te dit, cette chanson-là, peut-être ça ferait du bien de l'enlever sur l'album. Ouais, mais elle parle de ma grand-mère que j'adorais, tout ça. Et en fait, on s'en fout en fait de ta grand-mère. Souvent ce truc-là, parce que forcément chaque chanson que tu fais, elle est toujours en écho avec un truc qui a compté pour toi, un truc affectif qui est lié à quelqu'un. Et donc je disais ça à quelqu'un de mon label récemment. Je dis, vous devriez mettre un poster à l'entrée en disant, ce n'est pas parce que la chanson parle de ma grand-mère qu'il faut qu'elle reste obligatoirement sur l'album, parce que c'est un truc, mais je l'ai entendu 10 000 fois. Et je sais pas pourquoi en plus ces chansons sur ce genre-là sont en plus souvent un peu ratées. Enfin, il y en a sûrement des super, mais peut-être que c'est trop emprunt du parfum de mamie. Je sais pas. Ouais. Et d'une manière générale, ça c'est aussi un autre truc, c'est que tout ce qui est toi, tu vois bien ce que t'enlèves quand tu vires 2 ou 3 titres, ou parce que tu dis, ah ouais, il y avait ce passage-là qui était pas mal quand même, hein, mais les gens évidemment ils en ont aucune conscience. Donc Maurice Pialat avait une phrase qui est bien, il dit tout ce qui est coupé n'est pas sifflé.
Et c'est vrai, quoi. C'est pas mal. Et c'est une bonne phrase. Ouais, carrément. Peut-être qu'il faudrait que je coupe plus de mes podcasts parce que je me fais siffler une fois de temps en temps. Ah bon? Moi, je trouve ça vachement intéressant ta manière de voir les choses parce que j'essaye de aussi revenir sur notre discussion avant le podcast. Ta manière un peu, je le disais, de lâcher prise sur bon, bah ça l'a pas fait cette fois-ci, c'est pas grave, ça t'ouvre. J'ai l'impression beaucoup d'autres portes. Et aujourd'hui, tu t'autorises peut-être aussi plus de choses. Tu fais de la photo. Tu vois, tu fais plein de choses comme ça aussi parce que tu te rattaches pas au Vincent d'il y a 5 ans ou d'il y a 2 ans et t'es plutôt en mode ok, bah c'est comme ça. Si cette porte se ferme, peut-être que celle-ci s'ouvre. Je pense que c'est une manière chouette de voir les choses et du coup d'être très optimiste, hein, comme on se disait. Peut-être, ouais. Je me rends pas compte si. En fait, je pense aussi que parce que quand j'ai réfléchi à cette idée des échecs et tout, je me disais tiens c'est marrant, j'en trouve pas 15 000 et en fait je pense que c'est parce que comme je suis assez c'est humain ça. Un peu orgueilleux, du coup je pense que je devance beaucoup. Par exemple, je te donne un exemple. Je ne supporte pas j'essaie tout le temps qu'on me fasse pas remarquer un truc qui cloche, quoi. Mais même dans mon couple, je vais vachement prendre les devants pour pas qu'à un moment donné me retrouver à ce qu'on me reproche un truc. Mais même à trop le devancer, quoi, du coup, et à me prendre la tête avec ça. Et je me souviens Alors ça, c'est de l'auto-sabotage, du coup. C'est du pré-sabotage. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ouais, mais je sais pas comment. C'est même pas ça. C'est encore autre chose. Bah pour moi, ça, en l'occurrence, c'est réellement. L'acte manqué, c'est à force d'en parler, on le provoque, tu vois. Non, c'est aussi, par exemple, je veux jamais qu'on me dise, ouais, je trouvais que t'as pas donné de nouvelles pendant longtemps, ou enfin, tu vois, je devance un peu ces trucs-là. Okay. Et c'est aussi parce que les fois où on m'a dit des trucs un peu, j'ai eu des trucs marquants, quoi. Et notamment, je me souviens, je sais pas si c'est un échec, mais c'est une phrase qui m'a beaucoup accompagné. Un prof de philo, j'avais répondu assez vite. À une question, enfin je sais pas, il me demande un truc et j'avais répondu, il m'avait dit ne soyez pas aux abois de l'herbe. Et cette phrase, ne soyez pas aux abois de l'herbe, j'y pense souvent, même quand tu fais une émission de radio, des fois on te dit un truc ou il y a une question qui est un peu grinçante ou machin, et t'as envie de répondre trop vite et toujours j'ai la tête du prof de philo, ne soyez pas aux abois de l'herbe. Respire, parce que en plus ça s'entend quand tu te tends un peu sur une réponse et tout ça. Après, le truc sur le fait d'ouvrir des portes et tout ça, c'est venu progressivement. C'était aussi que je me suis aperçu que, bah, évidemment que tu peux pas débarquer là-dedans. Tu fais un premier album, ça existe un peu. Tu peux pas dire puis vous savez, en fait, j'ai fait plein de théâtre, puis j'ai envie de faire ça, puis j'aime bien la photo, puis un jour j'aimerais bien faire un film. Voilà, faut y aller un peu tranquillement. Et la scène, les concerts, par exemple, m'ont servi vachement d'une forme de laboratoire là-dessus, dans le sens où tu testes des fois autre chose que la chanson. Tu vas dire un texte qui est plus un truc où tu joues un peu comme au théâtre, enfin pas comme au café-théâtre. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de café-théâtre quand j'étais étudiant. On jouait dans des bars et ça t'apprend beaucoup à jouer avec les silences, avec la situation, avec le fait que les gens sont à moitié en train de boire des coups en même temps, qu'il y a un peu de bruit au fond, mais ça c'est mais à chaque fois tous ces trucs-là, évidemment, ça doit pas te débarquer du jour au lendemain. Donc tu mets en place des choses et puis tu sens si les gens suivent ou pas, parce que dans les concerts, t'as vraiment. Moi, j'ai commencé en étant seul sur scène au piano sur les 2 premières tournées, et quand t'es tout seul, tu t'es vraiment connecté à la salle et tu sens les fois où les gens sont vraiment avec toi, et les fois où ça recule, c'est comme une marée, quoi. Tout le monde s'en va au fond de la salle, quoi. Il y a plus personne pendant 2 minutes, et ça c'est vachement dans l'air, quoi. Et donc quand j'ai commencé, à un moment donné, j'étais vachement à me dire bon, bah là, je suis chanteur, il faut que je reste à ma place de chanteur, donc je vais faire des disques de manière un peu pas scolaire, c'est pas le mot, parce que en plus sur les disques, élève, peut-être. Bah en tout cas dans le rythme et dans la façon de se positionner, oui. C'est-à-dire je me réclame pas je revendique pas le fait d'être autre chose qu'un chanteur. Je me souviens, j'avais sorti une pièce de théâtre au moment du 2e album, et il m'avait demandé qu'est-ce qu'on marque à l'arrière pour la bio, à l'arrière du livre. J'avais dit, vous marquez juste Vincent Delerme et chanteur. Il dit, on peut peut-être mettre auteur-compositeur. Non, chanteur, c'est bien, juste chanteur. Et tu vois, et d'ailleurs, toujours aujourd'hui, même en faisant d'autres trucs et tout, c'est ma base, c'est ce que je préfère. Mais de fil en aiguille, je me suis dit, il faut rester à sa place. Et puis, j'ai fait un 4e disque, qui était, j'ai fait 4 disques enchaînés, tous les 2 ans, à partir de mes débuts en 2002. Et au moment du 4e disque, au lieu de sentir que les gens allaient me renvoyer un truc un peu genre
c'est super parce que vous restez à votre place et tout. J'ai senti qu'au contraire, ça ferait du bien d'ouvrir un peu tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je m'interdis ce truc depuis le début? Ouais, voilà. C'était moi qui m'interdisais un peu. En tout cas, je me le permettais dans les spectacles, au sein des spectacles, parce que là, il y avait de la vidéo, il y avait des photos, il y avait des moments qui étaient encore une fois plus acting et tout ça. Mais en dehors, non. Et puis là, du coup, j'ai tout reparamétré. Je me suis dit, bah non, en fait, en plus, une vie, c'est long. Sur le moment, quand les gens ils arrivent en musique, t'as l'impression que le cycle autour de ton apparition qui dure 2, 3, 4, 5 ans, il te paraît très très long et infini. Mais en fait, à l'échelle d'une trentaine d'années, c'est qu'un moment, quoi. Et donc, je me suis dit, mais là, je vais pas faire des 10 tous les 2 ans jusqu'à mes 72 ans. Donc, ça n'a pas de sens. Et là, à partir de là, ça a été une sorte, c'était en 2011, j'ai fait un spectacle qui était au Théâtre des Bouffes du Nord pendant un mois, qui était plus un spectacle de théâtre, avec quelques chansons, mais assez peu. La proportion, c'était genre 1 heure de théâtre et 15 minutes de chansons. Et c'était super parce que ça, les gens ont suivi et c'était comme une permission pour la suite, tu vois, pour moi, c'est ça le mot, c'est génial. C'est tu t'es donné la permission en fait. Bah moi et les gens aussi, parce que s'ils avaient refermé la porte en disant, bien sûr, on n'a pas trop compris. Tu vois, ça aurait pu être juste un truc comme ça, un peu poli, genre bon, c'est bien d'essayer un truc, mais c'est pas mal. Ouais, oui, c'est ça. Mais la chanson finalement. Oui, de toute façon, après, quand les gens t'ont connu chanteur, mais ils ont toujours plaisir à ce que tu rechantes un truc simple, en plus une chanson du premier album, parce c'est le moment où ils t'ont découvert. C'est comme tu rencontres quelqu'un dans un bar, et tu tombes amoureux d'une fille, tu te souviens des vêtements qu'elle portait, et toute ta vie, si tu revois une photo du moment où qui était elle ce soir-là, bah t'es trop content. Mais ça t'empêche pas d'aimer plein d'autres robes qu'elle va mettre après, d'aimer plein d'autres moments que tu vas vivre avec elle. Mais ce truc-là reste, c'est gravé. Moi, j'ai ça vachement avec des chanteurs. Mathieu Bogarts, par exemple, son premier album, je l'ai beaucoup écouté. Bah, qui chante n'importe quelle chanson du premier album, ça me fait un effet, quoi. C'est parce que c'est là que je l'ai appris, que je l'ai connu, quoi. Mais tu sais, pour finir et refermer cette boucle des 20 ans, moi je trouve que ça fait vachement de bien de se dire qu'en fait on a le temps de réaliser petit à petit ses rêves et que c'est pas grave qu'on n'arrive pas à tout faire d'un coup et que justement très certainement c'est mieux comme ça pour en avoir ensuite toujours un peu. Mais on a toujours l'impression, typiquement moi j'ai 31 ans. Et j'ai eu cette vraiment sincèrement cette mentalité de me dire si à 30 ans je suis pas une jeune première, c'est foutu pour moi, c'est terminé parce que après il y aura plus ce truc là et en fait ma carrière elle est tout juste en train de une jeune marcher, première dans ce que tu fais. Alors ou tu faisais du théâtre. Non, j'ai plein d'envies, mais je me disais il faut absolument que je réalise tout parce que sinon ça. Les jeunes premières dans le sens que ça tu marche. Tu vois ce sort de truc de à 24 ans machin et ça chez moi ça s'est pas réalisé comme chez beaucoup et quand je t'entends dire en fait c'est tranquille, vous avez le temps et la photo vous pouvez vous y mettre quand vous voulez, il n'y a pas d'espace-temps, ça rassure grave. Bah c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis. Bah c'est vrai que là pour le coup c'est vraiment un truc de vieux là ce que je vais dire, mais c'est que des fois tu vois des gens qui disent là à 29 ans l'année prochaine 30 ans c'est fini. Bah je l'ai mal vécu moi. Tu dis ça va quoi. Mais oui sur le moment t'as un peu ce truc là peut-être. Et même fait du botox dans le fond, tu vois vraiment. Ah ouais. Oui, j'ai fait là. Le soir de la veille des 30 ans. Happy birthday to me. Après c'est aussi c'est sûr que je sais pas pourquoi moi que j'avais 15 ans, c'est un truc qui me frappe aujourd'hui parce que mon fils est né à 15 ans. Il a pas d'idole de 60 ans ou de 50 balais. Parce que mécaniquement parlant déjà technologiquement les gens de 60 ans sont discrédités par rapport, enfin je veux dire ils peuvent pas faire la musique, les programmations, les machins, enfin tu vois il y a un truc déjà un peu comme ça et puis culturellement c'est pas il y a pas les Beatles ou trucs comme ça. Bah non. Non, enfin ils peuvent aimer des Beatles mais il y a pas, tu vois, il va pas me dire j'adore ce mec qui a 63 ans, je veux trop aller à son spectacle. Moi quand j'avais 15 ans, j'étais fan de Scheller, de Alain Bachung, il avait 55 ans. Souchon, quand il a fait Full Sentimental, il en avait 50. Et c'était des gens, des figures, mais non seulement, je me disais pas, c'est des vieux, mais même, j'ai trouvé plus modernes que des gens de 20 ans. Ouais, et puis j'adorais leur attitude. Même pas leur âge, en fait. Je me posais pas la question du tout. Et en fait, ça c'est venu,
ça me frappe beaucoup aujourd'hui. Je me dis, en fait, finalement, c'est vrai que les gens, après, un peu plus âgé, vers 20-25 ans, mais à 15-16 ans. Je te rassure, Brad Pitt, à 56 ans. Oui. Mais Brad Pitt, il est très, c'est presque un contre-exemple parce que il a 56 ans. Ce qui est fort, c'est qu'il a pas l'air d'avoir 56 ans. Non, il y a quand même vraiment pas une, c'est un peu un truc, je saurais pas complètement l'analyser. Et souvent, quand j'en parle, les gens me disent, ah non, mais attends, tu dis ça, mais attends, si, on va trouver quelqu'un. Et puis, il y a un blanc, un ange qui il y a un passe. blanc. Après, évidemment que dans le détail, t'as des tas de gens qui ponctuellement mais un phénomène de quelqu'un, tu vois, qui incarne un truc vraiment fou, c'est marrant. Peut-être Mylène Farmer. Mylène Farmer de ouf, et puis mais moi, mais pas quand t'as 17 ans. Je pense plutôt à des gens dans le cinéma. Là, j'ai plein de noms qui me viennent. C'est vrai que dans la musique, j'écoute du rap. Donc, à part Booba qui a 40 ans, c'est le daron, tu vois. Ouais, mais tu pourrais avoir, il pourrait y avoir des plus anciens. Dans le rap américain, t'en as des plus vieux. Ah, mais je suis toujours, typiquement Eminem, je crois que vraiment encore aujourd'hui, il a 50 ans, Eminem. Les internationaux, c'est un autre truc encore, parce que il y a une tolérance, tu vois, Bruce Springsteen et tout. Mais bon, en tout cas, c'est plus, Jagger, je parle pas trop des jeunes et ça, je parle vraiment plutôt des ados, quoi. Ouais. Et quand t'es ado, ça te vient pas à l'idée, quoi. Ouais, alors que ça, c'est un truc qui a bougé un peu. Mais c'est aussi que, techniquement parlant, TikTok, etc. Tout le monde commence vachement plus jeune qu'avant. Tu vois, moi, quand j'ai fait mon premier album, j'avais 25 ans, mais c'était plutôt, les gens, ils étaient signés plutôt à 30 ans, 32 ans, 33 ans. Alors qu'aujourd'hui, tu sors vraiment à 20, 21 ans, parce que technologiquement, tu peux t'enregistrer seul. Salut les copains, c'était hyper Oui, alors jeune. ça, c'est encore un autre truc, parce que c'était vraiment, on choisit des jeunes pour, c'était marketing. C'était souvent des gens, qui écrivaient pas forcément leurs chansons eux-mêmes aussi. Enfin, tu vois, c'était, je dis pas dans le sens produit, mais c'était quand même, c'était un peu pensé, salut les copains, quoi. C'est vraiment ça. Oui. Oui, c'est pas salut les camarades, c'est pas salut les vieux croutons. Salut les vioques. Il y a un magazine à faire là-dessus. Et justement, je crois que c'était original parce que Aznavour avait écrit Retiens la nuit pour Johnny et que justement, les gens se disaient, c'est marrant, c'est Aznavour qui a écrit ça. En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup pour ça. C'est fini. On est à 46 minutes, t'en penses quoi? Quand t'as dit que ça durait une année, je m'étais paramétré. Bon, bougez pas les amis, je vais changer ma carte SD. Je t'ai fait un petit lit à côté, je t'ai mis une serviette, un petit savon. Préviens ta famille quand. Savonnette. Très bien. Ils pourront venir te voir, je te rassure. Cool. C'est déjà pas mal. Le syndrome de Stockholm, tu sais, dans la cave. Ah oui, c'est vrai. Je vais te garder dans ma cave. Beaucoup d'actes manqués. Merci beaucoup pour ce super épisode. Est-ce que on peut reparler un instant de ta promo parce qu'il y a plein de choses sympas à offrir à Noël. Et on n'a pas raconté le truc de départ là. De Johnny? Non, le truc, un des trucs que ma maison disque quand on leur a dit, est-ce que vous pensez à un échec pour Vincent? On raconte. Parce que moi, elle est marrante en plus. C'est un truc qui était fou. C'était premier album, qui est un album qui a fonctionné un peu contre toute attente. Même si les gens de ma maison de disque aimaient bien mon album, moi je l'aimais bien et tout ça, mais quand même ça surprend toujours de toute façon. Oui, et puis surtout c'était quand même musicalement c'était très particulier, c'était pas du tout dans l'air du temps, donc et il y a tu sais les grandes messes de la fête de la musique genre sur TF1 ou sur France 2 au pied de la tour Eiffel et en fait avec plein de danseurs et tout ça. Et puis moi je dis moi je veux bien, mais j'aimerais bien chanter en direct. Et alors là, non, c'est que du playback, orchestre, tout ça, on peut pas faire je dis pas grave, on le fait pas, tu vois, mais je vais pas m'amuser à faire du playback, je viens pas de là, je viens d'un truc un peu où tu fais de la scène. Bien sûr. Donc, ok, si c'est ça, on vous fait, d'accord, vous jouez en direct, on vous met un piano. Le budget est énorme pour ce genre d'événement. Mais en fait, eux, ça les fait paniquer parce que si tu dis piano-voix, ils se disent, ça y est, on va perdre tant de spectateurs parce que tu sais les statistiques sur ces soirées-là qu'il faut absolument que ce soit un flux tendu et que la danseuse passe 12 fois dans le plan. Et donc on y va et je vais sur scène et là je chante et je comprends pas pourquoi en fait, mais tout le monde siffle quoi, vraiment. Mais genre je pense qu'il y a 40 000 personnes et vraiment et en fait et après je me rends compte qu'il y a pas de son, enfin que j'ai mon retour mais que la façade est pas branchée. Tu vois, la façade, l'amplification quoi du son. Et donc il y a 40 000 personnes qui me voient
un mec sur scène sans bruit. Avec Sauf un que piano. c'est diffusé en direct à la télé, donc en fait, par contre, toute la France entend que tu te fais bien siffler. Et donc, je n'étais pas sûr du truc, mais quand je suis sorti de scène, je me souviens que les techniciens du plateau, ils m'ont un peu tapé sur l'épaule, genre mon pauvre, quoi. Bravo, quoi. Et là, oui, bravo, mais t'as aussi, été jusqu'au bout. mais un peu genre, je te plains quand même. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, merde. Et en fait, je pense. Bon, alors, je sais pas si c'était du Non, mais sabotage pour le coup, c'est trop marrant. mais si c'était un peu de la mauvaise volonté, quoi, tu vois. Et là, bon, après, ça a pas débouché sur grand chose en termes de, tu vois, parce que c'est vrai que ce qui est bien dans l'idée de certains échecs, c'est que tu rebondis. Oui. Mais là, je me suis dit quand même, c'est pas une vie qui est pour moi, quoi. Tu vois, en fait, il faut pas faire ça, d'aller chanter, faire un piano-voix à la fête de la musique, c'était pas la bonne idée. Mais Mais qu'est-ce voilà. qui s'est passé? Est-ce qu'ils t'ont raconté Non, j'ai jamais. Enfin, bon, non, c'est juste ça a pas marché, quoi. Tu vois, mais tout le reste était en playback, donc c'était un autre canal, tu vois. Donc, putain. donc là, donc c'est drôle en plus parce qu'évidemment, tous les gens qui chantent sur bande, aucun problème et tout, ils font le job. Et puis toi, tu t'embêtes à venir faire ton truc en direct. Évidemment, c'est un peu périlleux, évidemment, c'est un peu impressionnant. Mais voilà, c'était, c'est des échecs. Là, pour le coup, c'est comme si t'étais plutôt dans une autre vie où tu te dis la seule conséquence que ça a, c'est de te dire en fait faut que je fasse attention parce que voilà tout n'est pas fait pour toi, quoi, tout simplement. Et puis en fait, tu sais, quand t'as un disque qui marche, t'as vite fait de te dire, je me souviens qu'il y avait la Star Academy à ce moment-là et il y avait cette question genre est-ce que tu veux bien aller chanter à la Star Academy pour un soir, et alors tu te dis bah ouais, enfin moi j'ai aucun problème avec cette émission, même j'aimais bien la regarder, mais par contre ça a pas de sens parce que c'est une école pour apprendre à chanter, pour placer ta voix et tout, et moi je suis pas du tout la personne qu'il faut imiter là-dessus. Enfin je veux dire, je vais pas donner des leçons là-dessus, donc c'est pas ta place. Et ça faut le savoir parce que sinon tu te retrouves à faire des trucs où tu te dis mais qu'est-ce que je fais là. Ouais, et mais voilà. regarde, ça fait des anecdotes pour la leçon. C'est ça. Je me disais, je suis sorti de ça, je me suis dit si jamais un jour je fais un podcast et tout. Je vois une pochette bleu clan. Voilà, c'est ça. Je sais pas encore ce que c'est. Bon, mais attends, ouais. T'as des balls quand même parce que t'es au milieu de ta chanson, ta, et il y a 40 000 personnes qui te mais il y a de quoi être qu'est-ce que tu veux faire en stress post-traumatique. Non, parce qu'en plus, moi, je me disais d'ailleurs, c'était le cas. À la télé, il y avait du son. Donc et ils ont entendu les... Ah oui, par contre, et ça donnait l'impression que je me faisais siffler pour ma chanson, putain. quoi. Donc ça, c'était ça qui était pas très agréable. Mais donc, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas si tu sais que si tu fais le moindre truc, c'est 10 fois pire, quoi. C'est 10 fois pire. Et après, heureusement d'ailleurs que c'est pas aujourd'hui avec justement TikTok ou trucs comme ça, parce que tu serais passé dans toutes les compiles. T'as raison, oui. Mais après, je pense que t'amplifies le truc où tout le monde est là. Vincent Delerme se fait huer, tu vois. Ah oui, tu fais comme si tu grattais la tâche, quoi. Mais bon, voilà. En fait, mais par contre, je sais que c'est un trauma dans mon attaché de presse, Anne-Marie Dordor, qui était là. Et d'ailleurs, tu vois, on lui a dit, putain, on n'arrive pas à trouver un échec, là, un vrai gros échec. Elle a dit, ah bah attends, il y a la fête de la musique. Ah non, c'est trop drôle. Waouh. Ouais, bah je boirai un coup pour toi, prochaine fête de la musique. Sympa. Je leverai mon verre de Ricard. On a hâte. On fera un petit sifflet juste pour le style. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Vincent. Bah, je t'en prie. Du coup, 20 ans de carrière, t'as plein de choses qui sortent là. En plus, un peu à la période de Noël, de quoi faire des cadeaux, non? Bah, écoute, sans doute. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs trucs. C'était marrant parce que j'ai essayé de regrouper. C'est toujours ce truc-là, je veux toujours profiter d'une occasion pour fabriquer un truc nouveau, même si là c'est les 20 ans. T'amuser, je voulais quoi. Pas faire de compile, et donc j'ai un peu chopé tous les trucs, tu sais, que tu mets de côté en disant ça quand même c'était pas mal, on l'avait pas mis au dernier moment sur le disque parce que ça ressemblait trop à une chanson machin, mais quand même c'est bien. Puis t'as des versions alternatives, et moi aussi j'ai beaucoup fait des chansons parce que j'avais vu des gens qui étaient capables de parler de ce qu'ils faisaient. Pas qu'en chanson d'ailleurs, même en cinéma, et j'adore les gens qui sont capables de te faire rentrer dans leur process et d'une manière qui te donne l'impression que c'est faisable, quoi, que finalement faire un film c'est pas un truc injouable, et là du coup tout le disque comme une histoire, il raconte de manière chronologique, mais vraiment très chronologique. Il y a même des enregistrements de concerts, d'un concert que j'ai fait à la fac de Rouen avant mon premier album, où je joue devant 20 personnes, on entend le bruit des petits applaudissements, et voilà. Et puis t'as un message de tu vois, sur répondeur de Souchon, de Rochefort, des trucs, la vie qu'on a derrière pour
je me dis toujours, s'il y a même une seule personne, un seul mec de 15 ans qui entend ça et qui se dit, ça a l'air marrant de faire ça et tout, bah, c'est gagné, en fait. Donc, c'était un peu dans cet esprit-là, et le bouquin qui va avec, c'est un peu pareil, c'est toutes les photos que tu gardes, les mots que tu gardes, les trucs, des bouts de tracts, et j'adore avoir fait ça parce que c'est comme si c'était fait, que du coup maintenant je peux perdre tous mes brouillons, tous les trucs. La charge mentale en moins. Ça existe à un endroit. Trop cool. Écoute, merci beaucoup. Il était trop bien cet épisode. On a eu plein de belles leçons, des anecdotes. C'était trop drôle. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Et même un petit aboiement de Tara. Et un petit ma beauté qui ne t'était pas destiné. Hein. Je tiens encore une fois à bien remettre les points sur les i.